Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité est marquée par la visite de haut niveau de la CEDEAO au Mali, une mission dite de la dernière chance pour discuter de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus dans ce pays. La délégation est composée de 3 chefs d'État africains. Ouverture demain de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. En toile de fond, la transformation locale du chocolat et du cacao. Nous aurons un invité dans ce journal, M. Konon Kwasi, le président adjoint du comité d'organisation, pour décortiquer cette journée. Les Journées nationales du cacao et du chocolat seront à leur 8e édition à partir de demain. Une édition qui veut se pencher sur les défis de la transformation locale du cacao et qui marque aussi le début de la campagne 2022-2023. Nous aurons un invité. Je vous propose ce reportage de Nadia Edja et d'Eric Kimou. La transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers, est le thème choisi pour la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Une transformation chiffrée à un quart sur la production totale, estimée elle à 2 millions de tonnes par an. Au sein de la population, quelle place occupent les produits dérivés du cacao, notamment le chocolat? Nous sommes premiers producteurs de cacao, mais nous ne le consommons pas trop. Déjà, ça c'est un problème. On doit sensibiliser et créer plus d'usines pour pouvoir fabriquer et consommer. C'est inadmissible que nous sommes dans un pays qui produit du cacao et que le chocolat devient cher, que le prix baisse et qu'on amène davantage les Ivoiriens à consommer ce qu'ils produisent. Si les Journées nationales du cacao et du chocolat sont peu connues du grand public, elles restent un bon canal de promotion de leur brun et ses dérivés. Avec 2 millions de tonnes de fèves par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et nous avons un invité dans ce journal pour parler de ces journées. Monsieur Konon Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Madame Merci d'être avec nous. Merci. Alors, nous sommes à la 8e édition de ces Journées nationales du cacao et du chocolat. Avant de parler de cette 8e édition, on va faire un bilan des 7 autres éditions, notamment en termes d'impact, d'apport dans la filière. Merci, Madame Deba. Alors, comme vous le disiez, nous sommes à la 8e édition donc, de la Journée nationale du cacao et du chocolat. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde le sait déjà, le cacao est l'un des premiers produits d'exportation de la Côte d'Ivoire et sa place dans l'économie nationale est de 40% donc, du produit intérieur brut. Et elle occupe au moins 1 million de producteurs et donc à peu près le triple en termes de personnes qui vivent directement ou indirectement du cacao. D'accord, donc on comprend la Côte d'Ivoire, on le sait, est premier producteur de fèves de cacao, 45% de la production mondiale, mais au niveau de la transformation locale, nous sommes juste à 30%. Qu'est-ce qui explique ce faible taux? Tout le monde dit qu'il faut qu'on transforme localement, mais pourquoi on n'y arrive pas vraiment? Oui, bon, alors c'est justement le thème de cette 8e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. C'est justement pour réfléchir à comment augmenter notre taux de transformation. Il faut reconnaître quand même que des efforts sont faits depuis 2012. Alors, en termes de broyage donc, des fèves de cacao, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier pays producteur, transformateur en termes de broyage. D'accord. Depuis 2017, nous sommes à plus de 600 000 tonnes de broyage. Donc, nous venons avant la Hollande, qui est donc le deuxième broyeur. Mais pour passer maintenant du broyage à la production de produits finis consommables, et nous sommes en train de travailler pour cela et c'est pourquoi le thème de cette année porte sur la transformation locale. Et nous mettons en exergue l'action des artisans chocolatiers. Parce qu'il faut commencer avec ces artisans-là pour que le produit à consommer soit accessible et de meilleurs coûts pour les consommateurs. Justement, parlons de l'accessibilité du produit. On est en train de parler de transformation et on sait que les journées nationales du chocolat permettent de promouvoir justement le chocolat. Mais le taux de consommation de chocolat en Côte d'Ivoire est quasi inexistant. Le chocolat est perçu par les Ivoiriens comme un produit de luxe
Qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Est-ce que ce n'est pas un échec quelque part de votre part? On ne peut pas parler d'échec, puisque, comme je viens de vous le dire, depuis 2012, nous avons engagé une réforme de la filière. Déjà, il fallait assainir le milieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous maîtrisons notre production. Et nous partons maintenant vers la transformation. Mais qu'est-ce que vous faites pour amener les populations à consommer le chocolat? C'est ça la question. Pour que la consommation augmente, il faut que le produit soit accessible. Le produit chocolat et bien sûr les autres produits dérivés du cacao. Il faut que ce soit déjà disponible et accessible en termes de coût. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce stade. Et aujourd'hui, notre souci, c'est de pouvoir mettre le produit à disposition des populations et à des coûts raisonnables pour qu'ils puissent consommer. C'est vraiment ça le combat, avant de mesurer maintenant l'impact donc de ces travaux-là sur la consommation. Alors parlons du menu de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui sera fait? Bon, comme d'habitude, on a déjà le vendredi 30 la cérémonie d'ouverture. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, nous distinguons des producteurs, les meilleurs producteurs et les meilleures sociétés coopératives. Et en cette année, l'innovation, ce sera donc qui va avec le thème de l'édition. Nous avons lancé un concours de chocolaterie où des jeunes artisans chocolatiers qui sont donc en apprentissage ont participé donc à ce concours. Et au cours de la cérémonie d'ouverture, nous allons distinguer les 3 meilleurs à l'issue de ce concours. Ensuite, il y a des activités de promotion justement de la consommation, comme vous le demandez tout à l'heure. Nous voulons inciter les jeunes à avoir l'habitude de la consommation du chocolat. Donc, il y a des activités dans les écoles, il y a des activités dans des quartiers pour que la population prenne l'habitude de consommer le chocolat, de sorte que quand le produit sera véritablement à leur portée, ils puissent avoir cette habitude et donc consommer. Ensuite, il y a des activités sportives, notamment le cross populaire, et puis il y a des tournois de Maracana qui vont réunir plusieurs acteurs, structures de la filière autour dans le stade de l'Université d'Abidjan. D'accord. Merci, M. Konon-Kwasi. Et j'oubliais, il y aura surtout des panels sur la question justement de la transformation locale et sur la consommation donc, du cacao. Il y aura au moins 3 panels et une table ronde avec la plupart des grands exportateurs, les grands transformateurs et les artisans chocolatiers, et puis des universitaires également, pour participer à ces débats, des échanges qui vont nous permettre justement de voir les atouts que nous avons et comment impulser donc, la transformation locale qui va permettre de propulser également la consommation. D'accord. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation adjoint des Journées nationales du cacao et du chocolat. Merci, M. Konon-Kwasi. Merci, Mme Deba. On poursuit ce journal. Le Fonds international pour le développement de la retraite active remet le couvert avec la journée de la retraite active. Une journée qui reprend ainsi 6 droits après une interruption de 2 ans en raison de la Covid-19. Les seniors sont à l'honneur cette année. Plus de 5000 retraités ont pris d'assaut le Palais de la Culture, comme vous le verrez dans ce reportage de Pierre Dupont-Millet de Chèque Bleu. Les seniors ou personnes du 3e âge, par milliers, ont pris d'assaut la salle Anoumabo du Palais de la Culture pour célébrer dans une ambiance festive la journée de la retraite active. Chers seniors, vous devez jouer un rôle dans la société, occuper la place qui vous revient dans la communauté. Vous devez avoir des projets, des rêves à réaliser. En d'autres termes, vous devez vivre. Vous orientez votre vie en fonction de vos capacités et de vos besoins. La retraite n'est pas une fin de vie, mais plutôt le début d'une nouvelle vie que vous devez vivre avec enthousiasme. Le retraité doit être au cœur du développement. Ce rendez-vous annuel est une initiative du FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active. Je suis à la retraite, mais je ne suis pas au repos. Je suis dans des activités parce que je suis encore vaillant. Quand je suis encore vaillant, il faut s'occuper dans des activités. Tant que tu peux marcher encore, il faut faire. Jusqu'à ce que tu sois cloué au sol, quoi. Moi, je la vis parfaitement et bien. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Quand on a la retraite, qu'on est bien accompagné, il n'y a pas de raison qu'on ne la vive pas bien. Et FIDRA a été bien pensé pour le retraité.
La mobilisation des retraités dans le cadre de cette journée intervient après une période d'arrêt du fait de la pandémie de Covid-19. Le thème retenu cette année est l'âge d'or des seniors. Un prix de plus pour la nouvelle chaîne ivoirienne dont la performance n'est plus à démontrer. NCI ne cesse de glaner des prix. Le journaliste Thiemé Dandjé de la rédaction de NCI vient de rafler le prix KIDP de la meilleure production journalistique, un prix qui vise à promouvoir l'accès à l'information et qui est remis justement à l'occasion de la célébration de la journée de l'accès à l'information. Nadia Edia, Joseph Zikré. Son premier prix, celui-là. Non, c'est un mec super évolué. C'est un habitué des grands prix dans le secteur du journalisme en Côte d'Ivoire. Lauréat du prix Super Ebony en 2018, Traoré Thiemé Dandjé, journaliste à la nouvelle chaîne ivoirienne, vient de rafler le trophée du premier prix KIDP édition 2022 après avoir été primé à la 3e place l'année dernière. Un challenge relevé pour ce reporter qui met l'excellence au cœur de ses productions journalistiques. Aujourd'hui, avec ce taux de prix, c'est la preuve que quand on continue de travailler, on récolte toujours des lauriers. Quand on a eu l'honneur, le grandissime honneur de recevoir des mains de la première dame le super prix Ebony, cela veut dire qu'il faut continuer de travailler, il faut rester dans l'élite, il faut rester dans l'excellence. Et rester dans l'élite et rester dans l'excellence, c'est seulement le travail. Pour la nouvelle chaîne ivoirienne dont il est issu, cet énième prix est une fierté et un gage de professionnalisme des équipes. Le directeur de la télévision, première chaîne privée à se lancer après la libéralisation du secteur audiovisuel, a encouragé à maintenir ce cap. Et à chaque cérémonie de remise de prix avec au moins un prix pour NCI, je voudrais le féliciter pour son travail. Je voudrais aussi profiter pour remercier et féliciter toutes les équipes qui travaillent avec lui, parce que c'est vrai qu'il est lauréat aujourd'hui, mais c'est un travail de chaîne, c'est un travail d'ensemble. Et à travers lui, je voudrais exhorter donc toutes nos équipes à continuer à montrer leur savoir-faire et surtout à participer à ce type de compétition qui révalorise le travail et qui met en lumière donc à la fois les journalistes et la chaîne. Outre la distinction reçue par Thiemé Dandjé, le prix spécial Ngolo Coulibaly pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a constitué l'innovation de cette 4e édition. La palme de cette catégorie est revenue à la journaliste Fatou Sylla pour son sujet sur la déclaration des patrimoines. J'ai été rencontrer certaines personnalités pour voir comment elles ont pu déclarer leurs biens et qu'est-ce qu'elles ont pu déclarer. J'ai également, dans le cadre de ce travail, pu rencontrer également des personnes ressources au niveau de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Voilà ce qui a milité certainement en ma faveur. Le prix KIDP a été institué en 2019 afin d'inciter les journalistes à produire des reportages éthiques et professionnels en se rapprochant des sources d'informations viables et crédibles. Cette distinction prend en compte, en plus de l'innovation de cette année, les 2 autres catégories que sont le prix du meilleur organisme public pour l'accès à l'information et le prix KIDP du REGEPSI pour l'accès à l'information, décerné cette année à Thiemé Dandjé de la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous le savez, l'Union européenne a une nouvelle ambassadrice en Côte d'Ivoire. Francesca Di Moro poursuit ses prises de contact. Elle a été reçue en audience ce jeudi par le président du Conseil constitutionnel. Occasion pour ces 2 personnalités de passer au peigne fin les dossiers prioritaires du pays. Mardoché Kwasi et Mathieu Rimbadé pour les précisions. 10h30. La diplomate européenne fait son entrée dans les bureaux du président du Conseil constitutionnel, accompagnée de son adjoint. Elle est accueillie par le président Mamadou Koné et ses proches collaborateurs. S'ensuit une séance de travail entre les 2 collègues. Des échanges qui ont porté entre autres sur le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur le rôle que l'Union européenne peut avoir dans l'accompagnement, par exemple, des processus électoraux, avec plusieurs missions d'observation ou d'experts électoraux. Et donc, nous avons échangé sur leurs recommandations et les perspectives pour le nouveau cycle électoral. Avant son arrivée en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro occupait les fonctions de chef d'unité Afrique de l'Ouest et directrice Afrique à la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne.
Les enfants victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont reçu, par le biais de leurs parents, des prises en charge scolaires de la part du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité et de la Pauvreté, de la lutte contre la pauvreté. 259 prises en charge ont été distribuées. Nadia Idja, Eric Kim. Ephraim Kla, en classe de 4e, ainsi que bien d'autres jeunes élèves, victimes de crises politiques survenues en Côte d'Ivoire, pourront retourner à l'école cette année grâce aux prises en charge attribuées par la ministre de la Solidarité pour les accompagner dans cette rentrée scolaire. Sans cette prise en charge, pour nous orphelins, beaucoup d'entre nous n'iront pas à l'école. Sans cette prise en charge, nos parents ne pourront pas acheter nos fournitures scolaires ni payer notre transport. Infiniment merci Madame au grand cœur. Au total, 259 prises en charge allant de 100 000 à plus de 300 000 francs CFA ont été remises aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est un apport vraiment capital parce que j'ai 3 enfants et puis bon, vous voyez la situation, c'est pas facile. Et cette aide est très précieuse. C'est le geste qui est important parce qu'aujourd'hui, tout est bienvenu. Voilà, même si ça ne peut pas scolariser l'enfant, les enfants, mais ça peut payer les fournitures. Profitant de cette cérémonie, la ministre a eu un échange franc avec les victimes. Elle les a invités à se tourner vers des activités génératrices de revenus en s'appuyant par exemple sur le fonds AGR de plus de 100 millions de francs CFA. Au-delà de la scolarité, nous avons rappelé aux victimes qu'en 2018, la ministre Mariatou a bien voulu mettre à disposition un fonds de 100 millions pour permettre aux victimes de faire des activités génératrices de revenus. Et pour nous, il est important que ces victimes s'intéressent, que les victimes s'intéressent au fonds pour qu'elles puissent être autonomes. Parce que je l'ai dit, l'objectif du gouvernement, ce n'est pas d'entretenir la vulnérabilité, mais c'est d'amener les populations à sortir de cette vulnérabilité-là. À ce jour, selon la ministre de la Solidarité et de la Pauvreté, 4 410 ayants droit des victimes décédées suite aux différentes crises ont pu être indemnisés. 1958 décès ont bénéficié de prises en charge médicales et psychologiques depuis 2015 et 21 733 orphelins ont pu recevoir des prises en charge scolaires. Des arts martiaux pour poursuivre ce journal, et plus précisément du taekwondo. Jean-Marc Yassé va devoir se battre à nouveau pour se faire élire à la tête du taekwondo ivoirien. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré les responsables des ligues d'Atekoubé et d'Adjamé, une rencontre au cours de laquelle il a expliqué les raisons de la reprise des élections le 15 octobre prochain. Mardoché Kwasi. Près d'un an après les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo, tenues le 30 octobre dernier, les taekwondoïnes ivoiriens repartent aux urnes le 15 octobre prochain pour élire le président de leur fédération suite à une procédure judiciaire qui a annulé la dernière AG élective. Après avoir passé 8 mois à la tête de la fêtière de cet art martial, Jean-Marc Yassé repart donc à l'assaut des voix des maîtres de salle pour obtenir la confirmation de son élection d'octobre 2021. Le programme aujourd'hui, c'est améliorer les conditions de nos maîtres de salle, ramener la réconciliation, la paix au niveau de la fédération, s'occuper de nos athlètes, aller en compétition au niveau non seulement national et international, de telle sorte que les cadets, les juniors et les seniors puissent ressortir le drapeau national de Côte d'Ivoire en étant des athlètes prêts à compétir. Nous avons mis la CNPS, nous avons mis au niveau de l'assurance, nous avons remis les cartes qui sont en train de revenir, les cartes professionnelles. Nous avons organisé le championnat national comme nous l'avons dit. Nous avons eu quand même près d'une trentaine de médailles. Ce sont au total 6 candidats qui sollicitent les voix des 243 maîtres de salle de taekwondo pour le scrutin du 15 octobre prochain. La campagne a démarré le 23 septembre dernier et va s'achever le jour de l'élection. Est-ce la mission de la dernière chance? Tout le monde se pose la question. Les regards sont rivés vers Bamako, où séjourne la mission de haut niveau de la CEDEAO dépêchée pour tenter de dénouer la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il s'agit pour cette mission d'obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako par la junte au pouvoir. Le président togolais Faure Gnassingbé, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Gambien Adama Barrow ont été reçus ce matin dans la capitale malienne. Le point avec Pierre Dipomela. Le président gambien Adama Barrow, puis son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo
sont arrivés séparément en milieu de journée à l'aéroport de Bamako et ont pris la route de la présidence malienne. Initialement annoncé, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Elle a été mandatée par les dirigeants des États membres de la CEDEAO, réunis en sommet le 22 septembre dernier, pour essayer de trouver une issue à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ces soldats ivoiriens arrêtés et emprisonnés à Bamako par la junte au pouvoir devaient, selon Abidjan et l'ONU, participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali. Mais Bamako a dit les considérer comme des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État. La junte malienne au pouvoir depuis 2020 a prévenu, avant de recevoir la mission, qu'elle ne se laisserait pas imposer une solution. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.